C'est OK? Vous voyez mon écran? Oui, elle. Top, Juste, super. si vous pouvez passer en plein écran. Yes, Good. génial. Donc, bonjour tout le monde, comme je disais, je suis ravie de faire partie de cet événement. Je suis ravie d'être avec vous. Et on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet pour lequel je suis vraiment passionnée, c'est le future of work ou comment on peut réinventer la productivité à la fois individuelle mais aussi globale au sein des entreprises grâce à l'IA. Et avant de passer dans le vif du sujet, je vais me présenter quand même très rapidement. Donc moi, je suis, Hela, je suis, née, j'ai grandi en Tunisie. Je suis arrivée en France à l'âge de 20 ans. J'ai, poursuivi mes études, j'ai fait, les Mines de Saint-Étienne. Ensuite, j'ai fait un MBA, pendant 2 ans et j'ai passé, 10 ans dans le monde du consulting en stratégie chez EY notamment, avant de devenir entrepreneur, dans l'IA et de cofonder Palm, qui est une plateforme de gestion des compétences et des carrières basée sur l'IA, avec un objectif à la fois d'augmenter la productivité des équipes RH, mais surtout d'accompagner les enjeux business et de fidéliser les talents et les collaborateurs. Et si effectivement je me suis engagée dans l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui on voit que le spectre de la technologie et de l'IA qui offre des opportunités assez incroyables dans le monde du travail et l'objectif en tout cas aujourd'hui c'est de partager avec vous ce que j'ai pu constater, les dernières tendances et ce que l'IA permet de faire. Et par ailleurs, je tiens aussi à le dire parce que c'est important dans ce que je vais vous raconter ce matin. Moi, je fais partie d'un groupe de travail qui réfléchit au sujet d'IA de confiance. Comment on peut implémenter effectivement des technologies basées sur l'IA tout en garantissant que cette IA soit de confiance. Donc, c'est un projet qui a été lancé par les deux ministres, Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot, dans le cadre de la création d'une filière numérique de confiance à l'échelle évidemment française, mais ensuite de le déployer à l'échelle européenne. Donc, je vais démarrer dans le vif du sujet. Il y aura 4 topics qu'on va aborder ensemble là. Le premier, c'est comment le monde du travail est en train de changer. Et on va surtout, je vais partager avec vous quelques constats sur tous les bouleversements qu'on a vécu ces dernières années avec le remote work, le gig work et ainsi de suite. Ensuite, on va passer sur comment l'IA peut apporter des process qui permettent de gagner en productivité à toutes les échelles et dans toutes les industries. Avant de parler évidemment des challenges hein, qui se présentent face à nous quand on veut mettre en place de l'IA dans le workplace, tout simplement, avec notamment des enjeux de privacy, de biais, d'éthique. Et puis enfin, quelques best practices pour implémenter cette IA dans les processus de travail. Euh, donc, si j'avance, le premier sujet que je voulais partager avec vous, c'est vraiment un constat. Aujourd'hui, selon le World Economic Forum, qui prédit que d'ici 2025, 50% de la workforce globale au niveau mondial va nécessiter du reskilling. Reskilling voulant dire développer des nouvelles compétences ou effectivement améliorer des compétences qu'on a déjà. Et ça, effectivement, c'est assez porteur à la fois de changements structurels, mais c'est aussi un signe que le monde du travail, notre façon de travailler est en train de changer et de shifter de façon très rapide, et que c'est important, évidemment, de comprendre ces changements avant de pouvoir contextualiser le rôle de l'IA dans le monde du travail.
Et comment, finalement, on peut, comprendre ces enjeux et ces constats? Le premier, et on l'a tous vécu partout dans le monde au même moment, c'est évidemment le covid, qui est venu accélérer de façon assez incroyable et ça a été même imposé, notre façon de travailler. Donc on est passé quasiment du full au bureau, au full, télétravail et depuis évidemment les entreprises ont shifté, sur, un modèle hybride. On voit aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, et nous les premiers chez Palm à avoir des collaborateurs, évidemment, à côté de soi physiquement, mais aussi dans d'autres pays et de ne les avoir jamais rencontrés et it's OK et on travaille et on performe assez bien. Et il y a évidemment tous les changements technologiques qui ont suivi, par exemple la vidéoconférence, comme aujourd'hui, je suis avec vous, mais sans être avec vous physiquement. Tous les sujets aussi autour du cloud computing, des outils de collaboration. Et même si aujourd'hui le remote work offre des bénéfices qui sont assez incroyables pour nous toutes et tous, parce que ça réduit le temps de transport, ça donne de la flexibilité, évidemment, ça représente des enjeux comme des enjeux d'isolement, des enjeux parfois même de manque d'équilibre, le work-life balance comme on dit. Et donc ça représente aussi des enjeux qu'il faut qu'on prenne en compte, à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi quand on est manager au sein d'une entreprise. Le deuxième constat, et qui est venu aussi bouleverser le monde du travail, c'est la gig economy qui a eu une croissance assez fulgurante ces dernières années. Bon, les plateformes, évidemment, qui ont été à l'initiative de ça, on a Uber, on a Airbnb, on a TaskRabbit, qui vont connecter des travailleurs indépendants avec des clients pour répondre à des besoins et des services précis. Bon, certes, ça va offrir la capacité aux travailleurs, évidemment, de définir leurs horaires, de définir leur rémunération et de travailler un peu à leur rythme, mais ça retire un certain nombre de bénéfices de l'emploi traditionnel aux salariés, à savoir toute la partie protection, toute la partie stabilité aussi, tous les sujets autour de l'assurance, des mutuelles, de la retraite, des cotisations retraite et ça ouvre aussi le champ des perspectives pour les travailleurs qui disent: «Ben, moi aussi je peux, me lancer à mon compte en tant que freelance ou indépendant et je peux peut-être gagner, plus que ce que je ne gagne en tant que salarié», et donc ce sont autant d'éléments à garder en tête, pour, tous ces changements structurels dans le monde du travail. Le troisième axe qui est venu bouleverser également, le monde du travail, c'est le flexible, schedule. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, elles ont été contraintes d'offrir plus de flexibilité à leurs, salariés. On voit, de plus en plus d'entreprises qui, acceptent par exemple que des travailleurs arrivent plus tôt, partent plus tôt, que d'autres arrivent plus tard et qui partent plus tard, qu'on travaille aussi avec, des équipes qui sont à l'autre bout du monde, qui ne sont pas calées sur les mêmes fuseaux horaires. Donc ça apporte beaucoup de flexibilité. Ça apporte aussi, de la flexibilité sur des travailleurs qui veulent travailler en part-time, sur, des semaines encore plus, courtes. On voit aussi beaucoup d'entreprises qui ont mis en place le 4/5e, donc de travailler 4 jours, par semaine, au lieu de travailler 5 jours, 5 sur 5 et tout ça évidemment vient améliorer la satisfaction et la productivité. Il y a plein d'études qui l'ont, démontré, mais en même temps, ça nécessite aujourd'hui beaucoup de coordination, beaucoup de communication et un effort encore plus important de la part des managers pour mieux gérer les attentes et les aspirations, de leurs équipes. Heu et puis l'autre changement et là, c'est au niveau mondial et encore plus, dans les pays du Maghreb et en Afrique, de manière plus, générale, c'est le changement démographique. On est en train de passer, vers une workforce globale qui devient plus diversifiée, multigénérationnelle avec les générations, les millennials, les Gen Z, qui, aujourd'hui, ils représentent hop, pardon. Aujourd'hui, les Gen Z représentent, je pense 37% de la workforce et d'ici, 2000, je vais vous donner la stat exacte, hein, mais d'ici, 2000, hop
Pardon, j'ai un petit souci avec hop, ça y est, c'est bon. D'ici 2030, les Gen Z et les millennials vont représenter 58% des travailleurs. Et encore plus, par exemple, si je prends un pays comme l'Ouganda, où on a 75% de la population qui est en dessous de 30 ans. Donc, les Gen Z vont représenter, dans les quelques années à venir, la grande majorité des travailleurs. Et ces générations ont des besoins, des attentes qui sont différentes en termes de travail, d'engagement et de management. Le dernier constat, et moi qui me frappe de façon assez incroyable, The Institute for the Future, qui est une association américaine, a dit que d'ici 2030, 85% des jobs au niveau mondial, encore une fois, n'existent même pas encore aujourd'hui et qu'il va falloir les inventer. Et tous les changements technologiques, et l'IA en est le parfait exemple, vont venir contribuer à la création de ces nouveaux métiers. Parce que, évidemment, il y a des nouvelles industries qui vont apparaître. On voit des industries typiquement comme il n'y avait pas il y a quelques années, typiquement le e-commerce, les social media marketing, la cybersécurité, les experts en IA, les experts en ChatGPT. Et tous ces nouveaux métiers vont aussi nécessiter des nouvelles compétences, des nouvelles formations, et donc même l'offre d'éducation et de formation à l'échelle de l'université, je dirais même à l'échelle du lycée, va devoir s'adapter pour préparer les nouvelles générations à ces nouveaux métiers et à ces nouveaux jobs qui n'existent même pas encore aujourd'hui. Et donc, si je résume tous ces changements dans le monde du travail, évidemment, on crée des opportunités, mais on crée aussi des challenges pour à la fois les salariés, mais aussi les travailleurs. Et l'IA, qui fait partie de ces drivers de changement, de ces nouvelles technologies, a un potentiel assez incroyable pour adresser ces enjeux, mais aussi pour améliorer la productivité. Et évidemment, ces enjeux d'IA représentent à la fois de la simplicité à mettre en place, mais aussi une forme de responsabilité, de rigueur dans leur mise en place. Autrement, on peut se retrouver avec des projets qui peuvent être catastrophiques. Et je vais vous donner quelques exemples sur des IA qui ont été très nocives. Les cinq opportunités qu'offre l'IA pour transformer notre façon de travailler et nous rendre encore plus productifs sont les suivantes. Je vais vous donner juste 5 exemples, mais il y en a évidemment encore plus. Le premier, c'est l'automatisation. C'est celui qu'on voit le plus, c'est celui qui est le plus évident. L'IA aujourd'hui permet d'automatiser des routines, des tâches répétitives qui permettent aux travailleurs finalement de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée qui vont nécessiter de la créativité, de la prise de recul, de la prise d'initiative et puis surtout d'intervenir sur la couche de prise de décision sur la base d'informations qui sont déjà traitées. Je vous donne un exemple. L'IA aujourd'hui est utilisée de plus en plus, par exemple, pour automatiser la collecte de la data. Elle est utilisée dans le monde des assurances, des télécoms, des banques, qui ont des centres d'appels qui traitent plusieurs centaines, voire des milliers d'appels par jour, où l'IA va pouvoir à la fois apprendre, analyser les interactions entre un client et un téléconseiller et de pouvoir analyser quel a été le résultat. Est-ce que le client il est satisfait? Est-ce qu'on a pu répondre à son besoin et d'être en permanence en train de s'améliorer et de former aussi les collaborateurs pour rendre un meilleur service? L'IA est aussi utilisée dans des fonctions, par exemple, de comptabilité, où avant, on avait besoin d'analyser tous les flux et aujourd'hui, on peut mettre ça dans une IA qui permet d'analyser, de faire ressortir des tendances et de pouvoir automatiser un certain nombre de tâches. Et un exemple très précis que nous, on a mis en place, c'est une IA qui s'appelle Copilot AI, qui est une IA qui a été lancée par Microsoft et qui permet aux développeurs
de commencer à écrire quelques lignes de code et puis, en fait, elle, de prédire la suite des lignes de code. Et aujourd'hui, c'est démontré, ça permet aux développeurs d'être 5 fois plus productifs, d'aller 5 fois plus vite sans l'utilisation de Copilot AI. Et en fait, comment ils ont fait? Ils ont juste branché Copilot AI sur tout GitHub. Il a analysé tous les codes et tous les développements qui ont été faits depuis la création du GitHub et qui a appris et qui permet aujourd'hui d'apporter vraiment un ROI assez incroyable. Le deuxième axe, c'est la personnalisation. On vit dans un monde où on souhaite de plus en plus de la communication et des contenus qui sont personnalisés. On le voit dans nos usages des réseaux sociaux, qui l'ont parfaitement bien compris. Aujourd'hui, quand on utilise des réseaux sociaux comme LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, on reçoit un contenu qui nous connaît, qui nous a profilé. Et une fois qu'on regarde un contenu, on a en fait des contenus quand même qui sont très proches et très similaires qu'on reçoit sur notre feed. Et ça, évidemment, on peut le déployer pour personnaliser des messages marketing, par exemple, pour recommander des produits en fonction d'un certain nombre de critères de profiling du client, pour personnaliser aussi les interfaces user, ce qui permet d'engager encore plus et de rendre encore plus la communication effective avec à la fois ses clients, mais aussi ses collaborateurs. Et pour vous donner un exemple précis sur ça, je vais parler évidemment de l'exemple de Palm que je connais bien. Nous, on a la promesse aux entreprises de pouvoir proposer à chaque collaborateurs au sein de leur entreprise de pouvoir recevoir des recommandations personnalisées d'opportunités, de projets, de jobs, mais aussi de formations qui vont matcher avec la personne en fonction de ses compétences, en fonction de ses souhaits de développement, en fonction de son potentiel, de sa performance, des critères qui sont multiples et qui permettent vraiment de pousser des recommandations personnalisées de développement de compétences des collaborateurs. Et ça, c'est même plus aujourd'hui un luxe, mais c'est devenu une nécessité que les entreprises doivent porter, doivent engager, à la fois auprès de leurs clients, mais aussi auprès de leurs collaborateurs. Le troisième axe sur lequel l'IA apporte déjà aujourd'hui un gain de productivité assez important, c'est les analyses prédictives. Comme on le sait, l'IA, elle est capable d'analyser, d'absorber un large dataset, de pouvoir, sur la base de ça, créer des patterns, de pouvoir, ces patterns, évidemment, les utiliser pour l'apprentissage, mais surtout de pouvoir donner aux managers, aux décisionnaires, des dashboards, des KPI qui sont dynamiques, qui sont en temps réel, qui leur permettent de prendre les meilleures décisions. Typiquement, on a aujourd'hui sur le marché de plus en plus d'IA qui sont utilisés pour prédire quels sont les clients qui vont churner le plus, qui vont, par exemple, dans le e-commerce, on le voit, on va analyser le comportement, par exemple, Content Square, qui analyse le comportement de l'internaute en ligne, et en fonction de là où la souris va passer, en fonction de là où l'internaute va cliquer, va pouvoir prédire quelle est la population, la typologie de clients qui vont peut-être pas aller au bout du processus ou qui vont peut-être churner. Et qui va encore aller plus loin en personnalisant, en mettant encore plus en avant les produits que la personne est plus susceptible d'acheter. Le parfait exemple de ça, c'est aussi Amazon. Amazon qui nous connaît, qui connaît nos habitudes d'achat de façon assez incroyable. Et à partir du moment où on fait une recherche, va venir nous proposer encore plus de produits qui sont similaires, qui matchent avec nos besoins, nos historiques d'achat, pour augmenter et évidemment l'engagement et évidemment le business, mais aussi pour prédire de façon assez précise ces enjeux de churn ou de perte de clients ou de collaborateurs. Le quatrième axe, c'est l'optimisation des process.
Ça veut dire quoi l'optimisation des process? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA est capable de rendre les processus, quelle que soit d'ailleurs la nature des processus, ça peut être les processus de supply chain, les processus de planification de la production, même de planification des équipes sur des projets ou sur des interventions. On le voit aussi dans le monde les Uber Eats, tous les acteurs là, qui font de la livraison à domicile. Aujourd'hui, ils utilisent des IA qui permettent d'optimiser les tournées des livreurs pour pouvoir être encore plus efficaces, encore plus optimisés, gagner encore plus de performance et évidemment de revenus. Et le cinquième axe, qui est le dernier, c'est évidemment la prise de décision. L'IA aujourd'hui, grâce à toute l'analyse de la donnée, grâce au support qu'elle peut évidemment facilité à la fois en termes de KPI affichés, de dashboard, est capable et l'intervention juste avant en parlait, d'aider par exemple les médecins à dresser plus rapidement leur diagnostic. On voit aujourd'hui des IA qui permettent à partir d'un certain nombre de radios de pouvoir détecter plus rapidement. ChatGPT lui-même est capable aujourd'hui, à partir de symptômes qu'on peut décrire, de détecter quelle est la maladie, en tout cas, avec encore plus de fiabilité que les médecins. Et c'est assez bouleversant, j'ai envie de dire. Et il y a aussi aujourd'hui des IA qui sont utilisées sur les marchés financiers. Typiquement, le hedge fund Wallace, qui est basé à Londres, qui utilise aujourd'hui des IA qui analysent toutes les tendances du marché et qui leur permettent de choisir de façon plus précise et plus prédictive les positions qu'ils peuvent prendre sur le marché. Mais aussi, et ça c'est un exemple évidemment sur le monde du RH, aujourd'hui il y a des IA qui permettent de mieux choisir les candidats sur la base de leur CV, mais pas seulement, sur le fit avec l'entreprise, et de pouvoir les sélectionner et recruter de façon encore plus précise les bonnes personnes. Après, donc là, on a 5 exemples des opportunités offertes par l'IA pour gagner en productivité, pour gagner en précision et en performance. Mais évidemment, l'IA, elle est là pour augmenter les capacités humaines et non pas pour les remplacer. Je tiens vraiment à le dire et à insister dessus. Mais l'enjeu et les challenges, et on va passer tout de suite à ce sujet-là, c'est l'IA, elle représente aussi des enjeux de responsabilité, d'éthique. Il faut qu'elle nous rende encore plus intelligents, mais qu'on fasse attention à la façon dont on le met en place, parce qu'il y a eu quelques dérives par le passé. Et les 5, donc je vais partager avec vous 5 enjeux qu'il faut garder en tête quand on veut mettre en place de l'IA dans son travail, soit au quotidien à titre individuel, mais aussi à l'échelle de l'entreprise, pour gagner au maximum des bénéfices de celle-ci. Je pense que vous avez déjà eu ce premier sujet qui est la qualité de la data. Évidemment, les algorithmes d'IA se basent sur de la data, donc pour pouvoir produire des résultats qui sont fiables et cohérents. Évidemment, l'enjeu de l'entreprise, c'est de pouvoir avoir de la data qui peut être incomplète, incohérente, pas consistante, mais donc il faut la fiabiliser. Évidemment, l'étape numéro 1, c'est de pouvoir investir sur le management de la qualité de la data, de s'assurer que la data, elle est vraiment cleanée et formatée avant d'être utilisée, même si sur le marché aujourd'hui, il y a des logiciels qui deviennent encore de plus en plus performants et qui sont capables de pouvoir absorber de la data à la fois structurée et non structurée et de pouvoir la mettre dans des data lakes et puis derrière de pouvoir la transformer, la cleaner, ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, et pareil, ça a été dit, mais je réinsiste dessus et je vais vous donner un exemple sur le sujet, c'est tous les biais. Aujourd'hui, les algorithmes d'IA, évidemment, sont développés par des humains. Donc, si l'humain lui-même est biaisé dans sa prise de décision, évidemment, l'IA ne peut que l'être. Et comme elle apprend de l'historique, évidemment, si sur l'historique, il y a eu des biais décisionnels, forcément, elle va apprendre de ces biais. Donc, il faut faire extrêmement attention, notamment sur les sujets de recrutement, de promotion, de proposer des opportunités de façon équitable à tout le monde.
Et d'ailleurs, il y a eu un exemple assez frappant d'Amazon, le géant du machine learning et du profiling, qui a développé une IA qui s'est avérée sexiste. En fait, cette IA, elle se basait sur donc, le principe du machine learning, c'est-à-dire voilà, qui va se baser sur les données préexistantes et qui va tenter de mieux les reproduire pour prendre des décisions. Et en fait, ils utilisaient cette IA pour les recrutements. Et en fait, il s'est avéré que cette IA était sexiste parce que sur l'historique des collaborateurs au sein d'Amazon, c'était clairement dominé par des hommes avec un profil très précis. Et tout ça fait partie de ces enjeux, de mettre en place une IA, mais il faut que cette IA soit de confiance. La confiance aussi se traduit par un axe clé qui est la transparence, mais aussi l'explicabilité. Parce que les algorithmes d'IA, c'est perçu un peu comme une boîte noire finalement, pour, j'ai envie de dire, non pas les professionnels du métier, mais évidemment pour l'ensemble des personnes. Et comme c'est opaque, ça peut être difficile de comprendre les décisions qui sont proposées par l'IA. Et donc, notamment dans des industries très régulées où les décisions doivent être transparentes, expliquées. Et pour pouvoir adresser ce challenge, évidemment, les organisations doivent s'assurer que ces algorithmes sont designés, sont définis d'une façon qui est transparente, explicable et qu'on peut traquer aussi les décisions ainsi que la source de la donnée qui a aidé l'IA à prendre cette décision. Le quatrième axe, c'est évidemment les sujets d'éthique et de privacy. On parle de plus en plus, évidemment, de la gestion, de la sécurité des données personnelles, qui représente un enjeu à la fois business, notamment, on le voit au niveau européen avec la loi RGPD, qui impose aux entreprises qui traitent de la donnée personnelle de pouvoir, évidemment, certifier à ses utilisateurs qu'elle ne sera pas réutilisée pour d'autres usages que celles qui sont déclarées, où on va demander aussi le consentement et l'information totalement transparente auprès des utilisateurs. Parce que tout simplement, d'ailleurs, il y a le grand dicton qui dit que si on ne le paye pas, c'est que c'est nous le produit. Et on le voit avec les réseaux sociaux, notamment avec le scandale de Facebook qui a été révélé lors des élections de Trump. Où effectivement, il y a eu de la manipulation, clairement, pour orienter le choix vers cette décision. Donc voilà, évidemment, aujourd'hui, il y a de plus en plus de mécanismes qui permettent de garantir la qualité, de l'éthique, de la protection des données personnelles, mais ça fait partie des enjeux auxquels on doit faire face, notamment quand on met des IA qui vont à la fois concerner le B2C, mais aussi le B2B. Et le dernier enjeu, c'est les compétences et la formation. J'en parlais notamment dans le constat. Ça se traduit encore plus quand on veut mettre en place ce type de projet au sein des entreprises, parce que l'usage de l'IA, évidemment, nécessite des compétences et des expertises qui doivent être designées, qui doivent être implémentées et maintenues. Et il faut que les entreprises soient et la workforce qui peut gérer ce type d'IA, parce que sinon les dérives peuvent être assez rapides. D'ailleurs, l'expert qui avait créé qui avait contribué au développement de l'IA de Google, qui avait dit, et Elon Musk aussi, avec d'autres comités d'experts qui disent attention, parce que là, on est en train de partir un peu trop loin sur le développement de l'IA et ça peut même nous dépasser dans les prochaines années. Donc, il faut vraiment investir de façon massive sur la formation, le développement des collaborateurs, développer des expertises pour pouvoir mieux gérer ça en interne que d'être en permanence dépendant d'experts externes. Évidemment, là, ce sont quelques exemples des challenges que la mise en place de l'IA vont nécessiter. Pour dépasser ces challenges, on a compris que les organisations doivent investir sur la mise en place de ces approches IA en termes de ressources, en termes d'expertise, en termes de gouvernance, pour pouvoir le mettre en place de façon responsable et éthique et efficiente.
Et je vais partager avec vous maintenant vraiment quelques best practices parce que, on le sait, l'industrie de l'IA va continuer à grandir de façon assez considérable. D'ici 2026, le chiffre, il est juste vertigineux, ça va représenter 309 milliards de dollars à l'échelle de l'économie mondiale. Donc, c'est assez impressionnant. Et que les entreprises qui ont mis en place des logiciels, des approches basées sur l'IA remontent que 44% d'entre eux remontent que ça permet de réduire les coûts opérationnels et comme résultat direct de la mise en place de l'IA. Évidemment, pour pouvoir le mettre en place, il y a 2 best practices, je pense, mais après, il y en a plein d'autres, mais en tout cas, les plus importantes que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est de commencer vraiment sur un périmètre petit, mais de se focaliser sur des quick wins qui permettent tout de suite de voir le résultat. Donc, au lieu de s'attacher à déployer, à scale l'IA, un projet d'IA, en fait, le mieux, c'est de pouvoir le commencer par des projets pilotes sur une population qu'on peut maîtriser, de pouvoir démontrer les résultats assez rapidement, de créer ce momentum, de démontrer que ça apporte de la valeur aux stakeholders et à l'organisation. Typiquement, voilà, une entreprise qui veut mettre en place un chatbot basé sur l'IA, pour son customer service, évidemment, le mieux, c'est de choisir un use case simple, de pouvoir le déployer avant de le déployer à l'échelle. Et ça, c'est pareil, un point clé, c'est vraiment d'impliquer vos collaborateurs dans la mise en place de ce process, à la fois en termes d'implémentation, en termes de compréhension de la technologie, mais aussi d'impact sur leur job. On voit souvent des collaborateurs qui ont peur que l'IA pique leur job. L'idée, c'est plutôt d'inverser la tendance et de leur expliquer que, au contraire, ça va les aider à automatiser, à être encore plus performants et qu'ils vont pouvoir se former à de nouvelles compétences et se développer. Donc, ne pas hésiter à lancer des programmes, des communications, des workshops qui permettent, ou des sessions aussi de training qui leur permettent de mieux tirer parti et bénéfice de l'IA et que ce n'est pas une menace pour leur job. Voilà, et en plus de ces 2 best practices, évidemment, il y a toute la mise en place et la construction de culture, d'innovation, d'expérimentation, de ne pas avoir peur aussi de l'échec. Et d'ailleurs, les GAFAM, évidemment, ont cette valeur et cette loi qui dit « fail fast ». Vaut mieux effectivement tester et se planter que de ne pas tester. Voilà, donc voilà un peu les deux best practices que j'avais à partager avec vous. Donc, si on doit retenir trois éléments clés de comment l'IA peut réinventer la productivité dans un monde du travail qui se réinvente en permanence, c'est d'appréhender les changements structurels du monde du travail. Ça va continuer à s'accélérer avec le remote work, les automatisations, la gig economy, les technologies qui se créent de façon assez incroyable. Donc, à la fois, ça représente des opportunités, mais aussi des enjeux, mais ça nécessite de se réinventer en termes d'approche et d'organisation du travail. 2, l'IA a le potentiel de révolutionner notre façon de travailler en venant automatiser des routines, augmenter la décision humaine et pas la remplacer, encore une fois, de pouvoir aussi révéler des insights que l'être humain ne peut pas analyser, il ne peut pas voir de façon aussi rapide et aussi dynamique, mais ça représente des enjeux en termes de qualité de la data, en termes de biais, de transparence, d'éthique, de compétences à développer. Et donc, pour pouvoir intégrer des IA dans le monde du travail, évidemment, il faut se focaliser sur des petits projets qui démontrent du résultat, qu'on peut ajuster, qui impliquent les collaborateurs pour pouvoir construire le momentum et démontrer la valeur avant de se lancer dans une approche encore plus globale et encore plus efficace à l'échelle. Merci beaucoup pour votre attention. Et voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions sur le sujet. Merci beaucoup, Hela, pour ce Merci. joli voyage vers l'avenir, un peu de la gestion de carrière, c'est les ressources humaines, etc., etc. Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde aujourd'hui, toutes les entreprises.
On va essayer d'être bref parce qu'on a dépassé un peu le temps, de prendre un peu de quelques questions rapides et avec des réponses très brèves, très rapides. Promis. كان حبيتها لك. Bien sûr. شكون question. Bonjour. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me présente, Adel Zajouk, je suis un journaliste spécialisé dans l'IA. Est-ce que vous pensez que la récession économique peut influer sur l'avancée de l'IA, c'est-à-dire ça peut sur le plan macrométrique, ça veut dire de tous les pays sur le monde du travail? Ça d'une part. Et la deuxième question, est-ce que vous pensez que les pays qui émergent dans l'IA comme la Tunisie peut creuser un peu l'écart entre le monde d'ici 2030 et ce qui se passe en Tunisie? Merci. Merci beaucoup, Adel, enchantée. Pour la première question, je suis convaincue que, évidemment, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, de récession, de réduction des coûts de la part des entreprises, que celles-ci, les décisions, en tout cas d'investir, vont être drivées par qu'est-ce qui j'investis, combien je vais investir et combien ça va me rapporter. C'est pour ça que j'ai parlé, quand je redonne quand même le chiffre parce qu'il est assez important. 44% des entreprises qui ont mis en place des approches basées sur l'IA disent qu'elles ont réussi à réduire les coûts opérationnels. Je donne un exemple sur le monde du travail. Typiquement, nous, on agit sur la fidélisation, les parcours de carrière, mieux comprendre les compétences de ces équipes. Aujourd'hui, on démontre qu'on peut aider les entreprises à réduire, de 20% le turnover. Donc, une personne qui part, évidemment, c'est des coûts pour l'entreprise. Et deux, on les aide à gagner jusqu'à 30 jours hommes par HR Business Partner et par an. Donc, toutes les initiatives qui vont venir automatiser, gagner en productivité, vont driver les décisions d'investissement des entreprises. Donc ça, c'est le premier sujet. J'espère avoir répondu à la question. Le deuxième sujet, moi je suis convaincue que aujourd'hui, quand on regarde, ne serait-ce qu'en France et quand on projette ça en Europe et à l'échelle des pays occidentaux, il n'y a pas assez de ressources, de talents disponibles sur le marché qui maîtrisent toutes ces compétences de développement, d'IA, de data scientist, de data analyst, et que c'est une opportunité assez incroyable pour la Tunisie et qui a un vivier de talents assez exceptionnel, de pouvoir se positionner comme provider de workforce qui est formé, qui est expert sur le sujet, qui est compétitive aussi en termes de coûts. Ça reprend évidemment le point 1 pour pouvoir proposer cette offre à l'échelle internationale et pouvoir rayonner sur des sujets qui sont des sujets porteurs d'avenir. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation très claire. Moi, j'aurais deux petites questions et juste une réflexion. Alors, mes deux questions, la première est relative au pourcentage des nouveaux emplois, des nouveaux métiers. Quand vous dites 85% en 2030 sont des jobs qu'on ne connaît pas encore, est-ce que c'est un pourcentage qualitatif ou quantitatif? Parce que si c'est qualitatif, bon, mais si c'est quantitatif, ça va être vraiment une révolution en très, très, très peu de temps. Ma deuxième question, très rapide aussi, depuis hier, bien sûr, je suis cet événement qui est très intéressant, mais je n'ai pas entendu parler de la place des sociologues dans la mise en place et dans le développement de l'intelligence artificielle. Et comme vous gérez une start-up, une compagnie qui ne fait que ça, alors, est-ce que vous tenez compte effectivement de l'impact de l'intelligence artificielle sur les individus, sur la population? Et donc ça, c'est ma deuxième question. Ma réflexion, en vous écoutant, ça m'est revenu des réunions qu'on avait eues avec d'autres spécialistes, c'est la question de cette course vers la productivité. Est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux
pour l'humanité ou est-ce qu'on doit, encore une fois, réfléchir sur cette course folle vers la productivité pour un monde qui est beaucoup plus équilibré et pour des populations qui seront plus heureuses. Et voilà, et je vous remercie. Merci beaucoup pour la question hyper intéressante. Donc, je vais répondre aux 3 points. Je commence par le premier, donc, qui est le chiffre des 85%. En effet, moi, le chiffre, comme vous, hein, il me frappe de façon assez importante. Alors, je dirais que quand on dit 85% des jobs qui existeront en 2030 n'existent même pas, n'ont même pas encore été inventés aujourd'hui. Et évidemment, c'est un sujet qu'on peut débattre, hein, parce que c'est certain que les avancements technologiques et d'autres changements, l'IA, l'économie globale, vont créer des nouvelles catégories de jobs. Donc ça, c'est certain, mais je pense que ça ne représente pas les 85%, parce que sinon, je pense qu'on va tous devoir se former à autre chose d'ici là. Mais je pense que même dans les jobs qu'on a aujourd'hui, la façon dont on exécute son travail va considérablement continuer à changer pour continuer à rester compétitif. Et donc, ça va nécessiter de développer des nouvelles compétences. Donc, je dirais que c'est pas tant, il y a la partie quanti. Donc, il y a des nouveaux jobs, il y a des jobs qui n'existaient pas encore il y a 2 ans, qui sont aujourd'hui des métiers d'avenir. Ça va continuer à s'accélérer, mais il y a aussi une autre partie qui concerne, en fait, même les jobs qu'on exerce aujourd'hui, il faut continuer à innover et à les exécuter de façon différente pour continuer à être employable, hein, tout simplement à l'échelle individuelle, mais aussi pour l'entreprise pour être compétitive. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième concernait les sociologues. Et merci beaucoup pour cette question. Pour parler de Palm rapidement, nous, on a dans notre comité scientifique une doctorante en sciences humaines et sociales, évidemment, qui nous aide à la fois à décrypter toutes ces nouvelles tendances, mais aussi à les intégrer dans l'utilisation à la fois du produit, donc d'un point de vue purement interface utilisateur, fonctionnalité, attente, les anticiper, mais aussi d'avoir l'impact sur les développements d'IA. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé des tendances et des changements structurels du monde du travail, il y avait une partie où j'ai partagé avec vous tous ces enjeux de nouvelles démographies, des nouvelles générations, des nouvelles attentes qu'on a toutes et tous dans le monde dans lequel on vit. Et effectivement, ce sont des éléments à avoir en tête, à garder, parce que autrement, si on développe de la technologie pour la technologie, on va très, très vite se planter. Mais si on développe de la technologie en prenant en compte ceux qui vont les consommer et les utiliser, évidemment, on a plus de chances de réussite et de succès. Et le troisième point donc, qui concernait cette course à la compétitivité, évidemment, on vit dans un monde qui va très vite, dans lequel les entreprises qui sont aussi poussées, gouvernées par parfois des investisseurs qui les poussent à être de plus en plus performantes, à générer de plus en plus de profits, drive notre façon de travailler aujourd'hui sur le marché. Donc, ça fait partie des enjeux qu'il faut qu'on puisse appréhender. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises aujourd'hui, notamment des grands groupes, mais aussi des startups, qui intègrent dans leur ADN, dans leurs valeurs, tous les aspects de RSE, de responsabilité sociale et économique, de tous les enjeux aussi environnementaux. Et tout ça, pour moi, vraiment, tous les enjeux aussi de diversité et d'inclusion, enfin, voilà, tout ça rentre dans le même chapeau. Et je pense que les entreprises qui vont être les plus performantes demain, sont les entreprises qui seront aujourd'hui intégrer à la fois le levier de performance, de compétitivité, mais aussi les leviers de responsabilité sociétale, économique, environnementale, parce que c'est ça qui va de plus en plus d'ailleurs être important à la fois pour les consommateurs, mais aussi pour les salariés qui vont rejoindre les entreprises de demain. Bonjour, je me présente, je suis responsable RSE dans la banque, donc BCI, et je voulais en fait vous poser une question. Merci d'abord pour votre présentation, c'est très intéressant.
En fait, le travail, la façon de travailler, vous avez pris en fait la notion de travail en Europe, en France et en Europe. Ça, on sait très bien que nous avons un vivier d'ingénieurs et de spécialistes experts en informatique qui sont très, très bien préparés dans nos universités pour l'Europe, pour la France, etc., pour le monde en général. Sauf qu'en Tunisie, actuellement, on vit une problématique en interne. On n'est pas encore préparé à avoir cette nouvelle façon de travailler. Voyez. Donc déjà, il faut former des experts en interne. Vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui sont préparés à cette façon de travailler. On est très loin, je vous dis, nous, on est dans le monde de la finance et on est encore loin de travailler de cette manière-là, comme vous l'avez dit. Donc, il y a un travail énorme à faire en interne, une façon de changer les mentalités, transformer la façon de voir les choses. Et ça me fait peur parce que le temps court, on avance très, très vite. Et 2030 ou 2000, je ne sais pas, on va vite, mais on avance à très petits pas. Et moi, ma peur, en fait, c'est que ces gens-là qu'on a formés vont partir, vous l'avez dit, vont partir à l'extérieur. Et nous, on est en attente. On attend qui? Je ne sais pas. Voilà, merci. Ouais, merci beaucoup pour cette question, évidemment, qui me touche personnellement, parce que je fais partie de ces gens-là qui sont partis se former et qui sont restés, évidemment. Et le sujet, évidemment, je pense, nous touche toutes et tous personnellement. Mais je pense que, en effet, le risque de cette fuite des talents et des cerveaux, et la question qui a été posée par Adel tout à l'heure sur comment on peut, évidemment, comment la Tunisie peut être un hub de rayonnement technologique et d'expertise sur le sujet. Je pense que le rôle des entreprises, et évidemment en France, ils ont fait le pas, et vraiment pas toutes. Nous, pour travailler avec un certain nombre d'entre elles, elles ne sont pas toutes au même niveau de maturité, aussi de fidélisation et de rétention. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que c'est vraiment le rôle des dirigeants d'abord. C'est le sponsorship des dirigeants. C'est de se dire combien l'entreprise elle est prête à investir pour offrir une expérience collaborateur qui va aller dans le sens de l'engagement, de la rétention, de la fidélisation. Je donne un exemple. Nous, on travaille avec un grand groupe dans le monde de l'intérim. Et eux, en fait, ils ont fait des études pendant 2 ans, des études terrain, où ils ont interrogé toutes les personnes qui ont quitté l'entreprise sur les 2 dernières années. Ils leur ont dit pourquoi vous avez quitté. Et en fait, dans le top 3 des sujets qui revenaient, il y en avait un qui était, il n'y a pas d'ordre, parce que c'était dépendant mais en tout cas, il y en avait 3. Le premier, c'était la rémunération. Le deuxième, c'était le sens et l'alignement, et comment l'entreprise investit, et le manager aussi s'engage auprès de moi. Et le troisième, c'était comment je peux me développer et comment l'entreprise peut m'offrir des opportunités d'épanouissement, de développement, d'employabilité, ainsi de suite. Et je pense que ce type d'approche qui est de se dire, commençons déjà à comprendre nos salariés, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, il faut les écouter pour pouvoir agir là où ça va apporter le plus de ROI, le plus de valeur. Évidemment, il y a des leviers sur lesquels on ne peut pas agir, mais il y a des leviers sur lesquels on peut agir. Donc, je comprends la crainte et la peur. Je pense que c'est aussi une crainte de toutes les entreprises qui aujourd'hui, il y a une forme de tension sur le marché qui est assez incroyable. On veut tous s'arracher les mêmes talents et les mêmes expertises. Maintenant, les entreprises qui vont gagner, ce sont les entreprises, et moi j'en suis convaincue, qui sauront à la fois prendre autant soin de leurs clients que de leurs collaborateurs. Bon, Rida Al-Abed de l'Association tunisienne de la promotion de la culture financière. D'abord, je vous remercie pour votre présentation et j'ai une petite question à vous poser. Vous avez évoqué et analysé les bienfaits et les avantages de l'IA dans le monde du travail. Mais je pense qu'il y a des inconvénients sur ce sujet, tels que la perte et la disparition de plusieurs milliers de postes de travail et la disparition aussi de plusieurs métiers. Votre avis sur ça? Merci.
Merci beaucoup, effectivement. Alors oui, évidemment, les inconvénients de l'IA, ce que j'appelle moi les challenges pour rester dans des termes plus je dirais, voilà, les challenges de l'IA, en tout cas, donc il y a tous les sujets, évidemment, qu'on a dit, hein, et c'est véridique aujourd'hui. Il y a les sujets de biais, de discrimination, parce que les algos peuvent être biaisés. Donc ça, évidemment, ça a un impact direct sur la perte d'emploi pour certaines personnes, hein, et dans des pays occidentaux où on voit qu'il y a beaucoup de discrimination à l'emploi auprès de, voilà, quand je m'appelle, quand j'ai un prénom et un nom qui est arabe, bah, évidemment, j'ai moins de chances que quelqu'un d'autre d'être recruté. Bah, l'IA reproduit à un moment donné les mêmes mécanismes. Donc ça fait partie aussi des inconvénients ou des challenges, évidemment. Après, sur la perte d'emploi, évidemment que l'automatisation de beaucoup de tâches grâce à l'IA peut et va entraîner la suppression de certains emplois. Maintenant, la responsabilité à la fois je dirais la responsabilité elle est partagée à 3 niveaux, évidemment des politiques publiques. Il faut que les gouvernements puissent mettre dans leur feuille de route stratégique à la fois au niveau de la formation, au niveau de l'éducation, au niveau des investissements aussi politiques, prendre en compte que le monde va changer et que ça va avoir un impact sur le travail et donc un impact aussi sur les cotisations tout simplement et le budget de l'État, si je fais un raccourci. Le deuxième, c'est la responsabilité aussi des entreprises qui doivent appréhender ces sujets-là et de se dire comment, si on se projette dans 3 ans, quels sont les métiers qui existent aujourd'hui qui ont le plus fort risque d'obsolescence des compétences. D'ailleurs, encore une fois, je prends une statistique que je connais bien en France, mais je pense que ça peut se généraliser un peu partout. Aujourd'hui, 50% des DRH français estiment qu'il y aura une obsolescence des compétences de leurs collaborateurs dans les 3 années à venir. 50% des compétences vont être obsolètes dans les 3 années à venir. Donc, il faut pouvoir les anticiper et agir en amont pour éviter de se retrouver avec des pertes d'emploi. Et je pense aussi au niveau de l'individu, on voit que le monde va vite, donc plus on a cette capacité d'apprendre à apprendre, plus on peut garantir son employabilité sur le marché. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. Alors, vous avez disait un expert en ChatGPT. On sait bien que ChatGPT est un outil qui aide les utilisateurs, les développeurs, etc. Mais on sait bien que cela peut créer une génération plutôt consommative que créative. Je me demande l'intérêt de ce métier et est-ce qu'on a vraiment besoin de ce métier? Merci. Merci beaucoup. En effet, aujourd'hui, il y a des nouveaux métiers qui sont tous les experts de IA de manière générale et ChatGPT en particulier. Bon, évidemment, ChatGPT avec tous les enjeux qu'on connaît en termes de challenge dont j'ai parlé juste avant. En fait, est-ce que c'est un métier d'avenir? Moi, je pense que pour éviter, encore une fois, de se retrouver face à l'ignorance, il faut évidemment garder en tête tous ces enjeux que représente ChatGPT les entreprises comme Microsoft, qui évidemment ont investi de façon massive sur ChatGPT, en fait disent eux-mêmes que OpenAI, qui fournit aujourd'hui des fonctionnalités dans différents outils, différentes automatisations, viennent aider les entreprises et les collaborateurs à être encore plus productifs. Et donc, je pense que on voit aujourd'hui sur le marché en France un certain nombre de personnes qui sont tout de suite positionnées en tant qu'experts de ChatGPT et des usages de ChatGPT. Je ne sais pas si demain, ça sera un métier. Est-ce qu'il y aura un métier qui existera
restera qui sera expert ChatGPT, comme il en existe aujourd'hui pour expert CRM ou expert financier ou expert dans le monde de l'assurance. Moi, je pense que oui, parce qu'il y aura d'autres IA et de la même façon qui vont faire plus ou moins la même chose. Mais je pense en effet que même dans notre travail au quotidien, et nous on l'utilise au quotidien en tant qu'assistant personnel pour être encore plus productif et gagner en autonomie. Est-ce que ça sera un métier d'avenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je peux constater, c'est que comme tous les nouveaux outils, il y aura certainement demain des experts qui vont pouvoir nous aider à en tirer un maximum de bénéfices. Merci pour votre présentation. C'est vrai que l'intelligence artificielle aide les développeurs d'être plus productifs et permet de gagner le temps de construction et livraison de produits aux clients. Mais en réalité, l'intelligence artificielle diminue les compétences et la qualité des développeurs. Donc, essentiel les développeurs informatiques. Des fiers consommateurs et non pas des personnes innovantes, comme les outils de l'intelligence artificielle utilisés par les développeurs informatiques dans le jour, comme ChatGPT et Blackbox dans la programmation et codage. Je pense qu'effectivement, c'est aussi tous les enjeux de l'IA, c'est de se dire à quel moment on considère que ça remplace ou à quel moment ça vient augmenter. Moi, je suis plutôt une convaincue que l'IA vient augmenter nos capacités et non pas les remplacer. Et typiquement, j'ai donné l'exemple de Copilot AI, qui est vraiment une IA qui a appris, qui a absorbé toutes les lignes de code qui existent sur GitHub et qui aide les développeurs à être 5 fois plus productifs, ou en tout cas à aller 5 fois plus vite. Et je pense que ce n'est pas aller 5 fois plus vite en donnant à leur place des idées, mais c'est plutôt quand je commence à taper la ligne, en fait, l'IA me suggère la suite de l'histoire. Mais l'histoire, c'est l'humain, c'est l'individu qui l'a créé. C'est la suite qui est suggérée et qui reste tout de même à la main de l'humain. Et ça représente aussi, je pense, des enjeux, comme on l'a dit. Demain, les développeurs continueront à exister, et fort heureusement, mais ceux qui vont être les plus attractifs sur le marché, forcément, vont être ceux qui sauront tirer profit de toutes ces nouvelles technologies pour être plus productifs, pour être plus efficaces, pour être plus créatifs et pouvoir accompagner encore plus de façon efficace les entreprises, je pense. Merci pour cette excellente présentation. Je veux savoir, pour faire rapidement la conversion vers l'IA, est-ce que vous pouvez partager quelques astuces, vos conseils? Merci beaucoup. Je pense qu'en effet, les métiers de l'IA sont des métiers d'avenir et pour pouvoir se positionner, il y a évidemment trois dimensions. À la fois, il y a la dimension du self-learning, voilà, c'est moi ce que j'appelle la compétence apprendre à apprendre. Donc, de pouvoir s'auto-former, je pense. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de formations qui existent, à la fois dans des écoles, dans des diplômes et tout, mais aussi des formations en ligne qui permettent de pouvoir acquérir beaucoup de compétences. Et évidemment, le troisième, et celle que moi j'aime beaucoup aussi, c'est de pouvoir vraiment exercer le plus rapidement possible parce que c'est en exerçant qu'on apprend le plus vite. D'ailleurs, il y a toutes les théories autour de comment on développe des compétences. Mais en fait, c'est la règle des 70-20-10. 70, c'est ce qu'on fait, ce qu'on produit, c'est vraiment voilà, de façon opérationnelle, c'est notre métier. 20%, c'est en échangeant avec des pairs, c'est en allant voir d'autres développeurs qui sont experts plus avancés et en leur demandant de nous aider.
Et puis 10%, c'est la formation. Donc, à partir du moment où on a cette équation en tête, je pense qu'on peut agir sur les 3 leviers. Donc, la formation, échanger avec des pairs, être dans des communautés. Et 3, être dans l'exécution le plus vite possible. Merci pour votre présentation. Donc, vous avez parlé de la supply chain, donc les chaînes logistiques. Donc, aujourd'hui, on parle du monde de Metaverse. Donc, est-ce que vous avez une idée sur l'impact pour l'industrie et la logistique? Alors, effectivement, je ne vais pas parler de métaverse parce que c'était un sujet, voilà, c'est cette vision d'Internet en 3D qui nous permet, voilà, de voir le monde de façon virtuelle, partagée, immersive. Sur le monde, évidemment, on voit les conséquences, par exemple, dans le monde RH, où aujourd'hui, on peut se former dans le métaverse. On le voit sur le commerce en ligne, sur la formation, l'éducation, le divertissement, pardon. Et si je prends sur un secteur spécifique, par exemple l'industrie, moi, je pense qu'il y a les sujets de formation et d'éducation. C'est-à-dire que demain, pour pouvoir former au mieux les collaborateurs du monde de l'industrie, on va soit les former dans les usines, soit modéliser l'usine en 3D et pouvoir les aider à se projeter en ligne avant d'aller sur le terrain. Je pense effectivement, il y a aussi tous les enjeux typiquement de pouvoir automatiser, créer des scénarios business et pouvoir les exécuter dans le métaverse avant de typiquement, moi je donne un exemple, on a un client, ils ont changé toute leur ligne industrielle pour l'automatiser et effectivement, bon, ils ne l'ont pas fait dans le métaverse, mais ils ont défini des scénarios business qui ont un impact sur la gouvernance, l'organisation, les équipes, les RH. Et évidemment, il pourrait demain être possible de pouvoir projeter ces scénarios dans le métaverse avant de pouvoir les exécuter de façon réelle et sur le terrain. Merci beaucoup Hela. Merci. C'était très 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 bien détaillé. وهيك شفت باش نحكي بالتونسي شفت التفاعلات معناها tout le monde est intéressé par votre sujet, par votre apport, par votre talk, par ces questions autour un peu de l'avenir, d'aujourd'hui, du présent, etc. N'hésitez pas si vous avez des questions, je peux les transmettre à Hela. Et Hela, ce sera plaisir pour vous répondre. Carrément. Et bon courage. C'est une start-up très prometteuse. Merci. France, Palm.ai. Hela, je la connais depuis plus que 10 ans. Absolument. Elle n'a jamais manqué une invitation pour moi. Donc, elle adore la Tunisie, elle adore les Tunisiens, elle est très fière et moi aussi, j'en suis très fier de son parcours. Merci beaucoup, Semi. Comme j'étais ravie de partager ce temps avec vous. C'est top de pouvoir voir voilà, toutes ces évolutions, tous ces sujets émerger en Tunisie. Donc voilà, si vous voulez qu'on reste en contact, moi je suis très active sur LinkedIn, Hela Atmani. J'avais mis mon adresse mail aussi dans la présentation et sinon Semi pourra vous la partager avec grand plaisir. Nharkom zin ou à bientôt, Inch'Allah. Bye bye, ciao, ciao.